Brittany Norwood voit le jour en 1982 à Federal Way dans l'État de Washington. C'est une petite ville posée à une trentaine de kilomètres au sud de Seattle. Pendant toute son enfance, l'argent manque à la maison. Son père fait vivre la famille grâce à un petit atelier de tapisserie en ville. Il travaille dur, il gagne à peine de quoi joindre les deux bouts et c'est une famille nombreuse, il y a 9 enfants. Alors, certains jours, le manque d'argent rend la vie très rude. Les parents de Brittany ne se plaignent jamais. À leurs enfants, ils leur répètent une seule chose, le travail paie, quoi qu'il arrive. Et le message porte. Quand Brittany entre dans l'adolescence, ses aînés sont déjà médecins, ingénieurs, conseillers en gestion d'entreprise. Et Brittany, elle aussi, elle veut réussir. Et sa passion, à elle, c'est le sport. Et au lycée, elle devient l'une des meilleures joueuses de football de tout l'État. Elle est si douée qu'en dernière année, en l'an 2000, les plus grands programmes universitaires du pays la recrutent. Elle choisit Stony Brook, une université de Long Island dans l'État de New York. 2 raisons à ce choix, une belle bourse et une réputation solide au football. Cette bourse, Brittany en tire une immense fierté. Elle incarne tout ce que ses parents lui ont appris. Le travail finit par payer. Elle soulage aussi ses parents d'un lourd poids financier. Aux États-Unis, ça coûte très cher d'étudier. Et à l'automne 2000, Brittany quitte donc l'ouest du pays pour rejoindre New York et commencer sa vie d'étudiante. Comment est-ce que ça va se passer tout ça? Sûrement pas très bien, sans ça, ça ne ferait pas le sujet du récit de l'ombre du jour. Bienvenue à Récit de l'ombre. Déjà, dès les premiers jours, elle vacille. Brittany n'a jamais quitté la maison et la voilà à près de 4000 kilomètres de sa famille et de ses amis. Il lui manque au point de la briser. Elle appelle les siens, elle leur dit son mal du pays, elle avoue qu'elle regrette presque d'être venue. Ses proches la rassurent, c'est le bon choix, c'est normal ce vertige, il lui faut juste du temps. Le temps passe et Brittany tient bon à Stony Brook. Pourtant, jamais elle ne se sent vraiment à sa place. Alors, elle se fait des amis, elle obtient de bonnes notes, elle joue bien, mais chaque semestre l'éloigne un peu plus de cette école et de ceux qui la peuplent. Une seule idée l'habite, rentrer chez elle. En 2003, 3 ans après son arrivée, Brittany traverse une période sombre. Et là, elle a un moment de faiblesse. Un vrai moment de faiblesse. Cette jeune femme, qui n'a jamais eu le moindre ennui, vole les affaires d'une coéquipière dans son casier. Elle ne sait même pas pourquoi, le geste lui échappe et on la démasque presque aussitôt. Elle rend ce qu'elle a pris, elle a honte, elle s'excuse, mais c'est trop tard. L'affaire remonte à l'administration et l'université applique un règlement intérieur très strict et le vol viole ce règlement de plein fouet. Le verdict tombe, Brittany perd sa bourse. Sans cette bourse, sa famille ne peut plus payer les études. Elle doit entrer. De retour à la maison, Brittany a le sentiment d'avoir déçu tout le monde. Pendant des années, cette faute énorme plane au-dessus d'elle comme un nuage noir. Elle garde la tête basse, elle enchaîne des petits emplois, mais au fond, elle reste triste, sans direction. En 2010, 7 ans après son retour, donc, Brittany a maintenant 28 ans. Et elle décide que, bon, ça y est, ça suffit. Elle refuse de laisser cette erreur définir sa vie entière. Elle veut sortir, elle veut bâtir une carrière, faire quelque chose de son existence, comme ses frères, comme ses sœurs. Le métier qui s'impose à elle coule de source. Entraîneur personnel. Elle ne joue plus au football, mais le sport reste au cœur de sa vie. Et l'idée d'aider les autres à se remettre en forme, ça lui plaît. Elle cherche donc où la demande explose et elle découvre que Washington est un marché en pleine effervescence et dans cette région, 2 de ses frères et sœurs habitent déjà. Cette année-là, elle boucle ses valises et part à son tour. À son arrivée, elle possède un peu d'argent, juste de quoi tenir un mois ou 2, pas plus. Elle postule et décroche un poste dans une boutique Lululemon. Alors Lululemon, c'est une chaîne qui vend des vêtements de yoga et de sport. La boutique se trouve à Bethesda, une banlieue très cossue de la région de Washington. Et juste au coin de la rue, il y a une salle de sport dont Brittany tombe amoureuse au premier regard. Elle en fait aussitôt son projet, ouvrir là son activité d'entraîneur personnel, une fois son diplôme en poche. Une Brittany heureuse et pleine d'élan commence donc à travailler chez Lululemon à Bethesda à la fin
de l'année 2010. Dans sa tête, elle ne fait que passer quelques mois, le temps de lancer sa vraie carrière. À peu près au même moment, il y a une autre jeune femme qui débute dans cette même boutique. Elle s'appelle Jenna Murray. Elle ressemble beaucoup à Brittany. Elle a 30 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus. Elle a grandi dans un foyer modeste, dans un foyer soudé au Texas, chez des parents qui eux aussi prêchent le travail et la droiture. Et elle a pris cette leçon à cœur. Comme Brittany, Jenna a été une vedette du sport au lycée, mais elle brillait en athlétisme, pas au football. Elle détient même quelques records de l'État au lancer de disque. Après le lycée, pourtant, elle ne poursuit pas dans le sport, elle se tourne vers le commerce, elle intègre l'université George Washington, dans la capitale donc. Diplômée, elle travaille quelques années dans le privé, puis elle décide de reprendre ses études pour décrocher un master de gestion. Elle est admise dans une école prestigieuse, celle de l'université Johns Hopkins, à quelques kilomètres de la boutique où travaille Brittany. En 2010, Jenna en est à son dernier semestre. Il ne lui reste plus qu'un mémoire de fin d'études à écrire. Ce mémoire est un long travail de recherche et la consigne, c'est de décrire la structure d'une entreprise de son choix. Comme Jenna adore les vêtements Lululemon, elle choisit cette enseigne. Au fil de ses recherches, elle découvre que l'entreprise dépasse la simple boutique de vêtements. La culture interne de cette entreprise l'intrigue parce que ici, chaque salarié, quel que soit son niveau, est encouragé à poursuivre ses rêves, même si ces rêves l'amènent un jour à quitter la maison. Comme si l'entreprise se souciait davantage de ses gens, de ses employés, que de ses produits. Jenna adore cette idée. Alors, sur un coup de tête, elle décide d'aller travailler dans une boutique Lululemon. La plus proche est celle donc qui jouxte son école. Elle se dit que ce poste va nourrir son mémoire et lui apporter des observations de terrain. Et puis, elle veut vérifier par elle-même si cette entreprise est à la hauteur de sa réputation. Son plan est simple, elle reste jusqu'à la remise de son mémoire, ensuite, master en poche, elle démissionnera et passera à autre chose. À la fin de l'année 2010, Brittany et Jenna se retrouvent donc dans la même boutique de Bethesda. Elles se connaissent de vue, sans plus. Leurs seuls échanges ont lieu quand leurs horaires se chevauchent, ce qui n'arrive pas très souvent. Et dans ces moments, elles se montrent toujours aimables, elles bavardent un peu, mais elles restent des collègues, pas des amis. Et pourtant, un événement terrifiant va les lier à tout jamais. Le soir du 11 mars 2011, Jenna et Brittany travaillent ensemble chez Lululemon. Une soirée sans histoire, elles discutent, elles conseillent des clients. Entre-temps, elles règlent les tâches de fermeture pour partir vite à l'heure dite. À 21h, quand vient le moment de fermer, elles font un dernier tour de boutique, tout est en ordre, tout est verrouillé, elles prennent leurs affaires et sortent par la porte d'entrée. Dehors, Jenna se retourne, sort ses clés de sa poche et verrouille la porte. Puis elle monte dans sa voiture et s'en va. Brittany, elle, tourne les talons et marche vers la station de métro. Après quelques minutes de marche, Brittany fait glisser son sac à dos devant elle et fouille à l'intérieur pour trouver son portefeuille. Sa carte de métro est dedans. Elle cherche, tout en continuant à avancer, elle ne trouve rien. Elle s'arrête net, elle ouvre son sac en grand, elle plonge le regard à l'intérieur, pas de portefeuille. À l'instant où elle constate ce manque, un souvenir la frappe. Ben oui, elle l'a laissé sur la table de la salle de pause. Et pour le récupérer, il faut que Jenna revienne avec les clés et rouvre la porte. Brittany reste plantée là une minute. Que faire? Rappeler Jenna la gêne un petit peu, mais elle a besoin de ce portefeuille, pour 1000 raisons d'ailleurs. Donc elle finit par saisir son téléphone. Jenna décroche. Brittany explique, écoute, je suis confuse, mais j'ai oublié mon portefeuille dans la boutique. Est-ce que ça t'ennuierait de revenir m'ouvrir? Je fonce à l'intérieur, je le récupère et je ressors tout de suite. Chose surprenante, Jenna accepte sans hésiter et elle rit même. Ah bah tu tombes bien, j'ai laissé mon ordinateur portable dans la salle de pause. Je comptais le reprendre demain, mais tu me donnes une bonne excuse pour aller le chercher tout de suite. Donc, Jenna promet d'arriver dans quelques minutes. Brittany la remercie, elle raccroche. Brittany fait demi-tour et court vers la boutique. Quand Brittany arrive devant Lululemon, Jenna l'attend déjà. Brittany s'excuse encore une fois. Je suis vraiment navré, merci 1000 fois d'être venue. Jenna balaie l'affaire d'un revers de main. Bon, c'est rien, je t'assure. Elle sort la clé, ouvre la porte et les deux femmes entrent. La boutique a un plan très simple. C'est une grande pièce carrée avec la porte d'entrée au milieu de la façade. On entre et on tombe sur la zone de vente qui est carrée. Tout au fond, dans l'axe de la porte,
Derrière les caisses s'ouvre un couloir réservé au personnel. Ce couloir file tout droit sur 2 mètres, puis débouche sur une intersection en T. À gauche, un autre couloir court sur 3 ou 4 mètres et se termine en cul-de-sac devant une porte, celle des toilettes. Face à celle des portes de toilettes, sur la gauche, une autre porte donne sur une petite cuisine. Si vous revenez à l'intersection en T, à droite, donc, il y a un autre couloir, long aussi de 3 ou 4 mètres. Il ressemble à celui de la gauche, à une différence près. Au bout, pas de porte de toilette, juste un mur. Mais si on va jusqu'au fond de ce couloir de droite et qu'on tourne encore à droite, on trouve une porte, c'est celle de la salle de pause. La salle de pause et la cuisine occupent donc des positions jumelles, chacune au fond de son couloir, au bout de son couloir. Les 2 femmes entrent, Brittany devant. Jenna allume les lumières, elle traverse la zone de vente carrée, elle passe les caisses, s'engage dans le couloir du personnel, vont tout droit, tourne à droite, longe le couloir de droite, ouvre la porte de la salle de pause et entre. Brittany repère son portefeuille en un clin d'œil, il est sur la table et elle l'attrape. Puis elle ressort de la salle de pause et reprend le chemin de la zone de vente et vers la sortie. Jenna la suit à quelques secondes près. Elle récupère son ordinateur portable, quitte la salle de pause, revient dans le couloir, et quand elle traverse la zone de vente, elle garde la tête baissée, elle manipule son ordinateur et son téléphone. Donc elle ne regarde pas devant elle. Pourtant, elle perçoit que Brittany, juste devant elle, s'est figée au milieu de la zone de vente. Aussitôt, Jenna interrompt son geste, lève les yeux, et elle comprend d'un coup pourquoi Brittany s'est arrêtée. 2 hommes se tiennent là, tous de noir vêtus, cagoule noire sur le visage, et il barre le passage vers la porte d'entrée. Le lendemain matin, l'employé qui doit ouvrir la boutique tourne dans la rue et se dirige vers la porte. Il fait beau, le soleil brille, les gens vaquent à leurs occupations. Elle arrive devant l'entrée, et elle ne regarde pas à l'intérieur, elle garde la tête baissée, elle fouille de sa poche, en sort la clé, la glisse dans la serrure et tourne. Aucune résistance, la porte est déjà ouverte. Ce détail l'alerte. Elle relève les yeux, mais le soleil se reflète sur la vitre, elle ne distingue rien de l'intérieur. Elle retire sa clé, pousse la porte et fait un pas très hésitant, et tout d'un coup, elle voit la boutique totalement dévastée. Des étagères renversées, des vêtements partout, un chaos complet. Avant même de comprendre la scène, elle entend un son qui ressemble à des gémissements. Ça vient du fond, du côté des couloirs. L'employée est terrifiée et, au lieu d'entrer, elle fait demi-tour, ressort et appelle le 911, qui est le numéro d'urgence aux États-Unis. Pendant qu'elle parle à la police, un homme passe dans la rue, il la voit bouleversée, il reste près d'elle jusqu'à la fin de l'appel, puis il lui demande ce qui se passe. Et elle explique la porte ouverte, la boutique saccagée, les gémissements qui viennent de l'intérieur et sa peur d'entrer. L'homme réfléchit. Je vais aller voir, il y a peut-être quelqu'un qui est blessé et qui a besoin de nous tout de suite, avant même l'arrivée des secours. Il franchit donc la porte et à peine entré, il marche sur du verre brisé. Il lève les yeux, tout est détruit, tout est renversé et il entend aussitôt les gémissements du fond. Il avance avec prudence, tout droit à travers la boutique, il enjambe les étagères couchées au sol et il évite d'abîmer la marchandise qui est éparpillée un peu partout. Au fond, à l'entrée du couloir du personnel, il perçoit toujours des gémissements. Mais il n'arrive pas à situer leur provenance. Alors il crie « Hé, qui est là? Vous avez besoin d'aide ?» Aucune réponse. Il fait un pas, puis se fige. Le sol glisse sous ses pieds. Il baisse les yeux et une traînée de sang très nette part d'où il se trouve, file tout droit dans le couloir du personnel, puis paraît tourner à droite pour disparaître dans le couloir de droite. L'homme est glacé de peur. Il se retourne, regarde vers l'avant de la boutique et il espère avoir des secours, mais il n'y a que l'employé qui est toujours terrifié. Alors il prend sa décision. Si quelqu'un souffre, au fond, il doit aller voir. À pas compter, il longe ce premier couloir et il suit la traînée de sang. Il tourne à droite, il regarde et il n'en croit pas ses yeux. Toute la partie droite du couloir semble noyée sous le sang. Le sol, les murs, le plafond, tout. Et pourtant, personne. Le sang tourne à droite et mène à la porte du fond, celle de la salle de pause. L'homme comprend alors qu'une personne est blessée à mort et que la source des gémissements se trouve derrière cette porte. Il appelle encore. Silence. Il longe ce couloir trempé de sang, arrive au bout, tourne à droite et saisit la poignée. Il tourne, il pousse. La porte résiste, quelque chose la bloque. Il force assez pour jeter un œil à l'intérieur et il comprend ce qui coince.
Une jeune femme gît à plat ventre sur le sol et ce sont ses jambes qui calent la porte. Cette femme, c'est Jenna, et cet homme, sans la moindre formation médicale, saisit d'un seul regard qu'elle est morte. Les blessures sont d'une telle gravité que personne ne peut y survivre. Il devine même qu'elle est morte depuis un moment, rien de récent ici. Alors il se pose la question, mais qui est-ce qui gémit? D'où vient ce son? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la pièce? Il repousse le corps pour dégager la porte, passe la tête à l'intérieur, balaie la salle du regard. Personne d'autre. Et de nouveau le gémissement. Il vient de l'autre côté du couloir, du fond du couloir de gauche. L'homme referme la porte de la salle de pause, remonte jusqu'à l'intersection hantée. Cette fois, il ne tourne pas vers la boutique, il s'engage dans le couloir de gauche et va jusqu'au bout. Devant lui, la porte des toilettes et à sa gauche, celle de la cuisine. Il crie « Qui est là? Dites quelque chose !» parce qu'il ignore dans quelle pièce se trouve la personne. Le gémissement lui répond, il vient de la porte droit devant, les toilettes. Il ouvre et la vision du sang le frappe en plein fouet. Sur le dos, à même le sol, gît une autre femme, c'est Brittany. Ses mains sont ligotées ensemble par des colliers de serrage, eux-mêmes fixés à un tuyau sur le côté de la pièce. Elle est couverte de sang. Partout, des plaies au couteau, des entailles, des ecchymoses. D'abord, l'homme la croit morte, lui aussi. Il se dit qu'une troisième personne doit gémir, peut-être dans ses toilettes, mais Brittany émet ce son guttural, presque le râle d'un animal à l'agonie, et il comprend, c'est bien elle qui l'entend. À cet instant, la police arrive, les agents se ruent à l'intérieur, saisissent l'homme et l'escortent dehors, ils sécurisent les lieux, les secours entrent à leur tour. Pour Jenna, le constat tombe, elle est morte. Pour Brittany, l'espoir demeure, elle s'accroche à la vie, on l'installe sur une civière et on l'emporte. Sur le chemin, les secours tentent de lui parler, et contre toute attente, Brittany parvient à dire quelques mots. La police assiste à la scène, les agents craignent qu'elle ne meure de ses blessures avant tout témoignage. Ils saisissent l'occasion pendant qu'on la charge dans l'ambulance devant la boutique pour lui parler. Vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé? Et de l'autre femme à l'intérieur? Brittany raconte alors la nuit précédente, 2 hommes tout en noir, des cagoules, impossible de décrire leur visage. Ils ont dévalisé la boutique, puis commis une agression sexuelle sur les 2 femmes. Jenna s'est débattue avec une telle rage qu'ils l'ont tuée avant de fuir. Sur ces mots, les portes de l'ambulance se referment. On emmène Brittany à l'hôpital. La police entre aussitôt dans la boutique pour récupérer les images de vidéosurveillance. Elle espère filmer l'agression, comprendre le déroulé, etc. Hélas, la seule caméra d'établissement se trouve dehors, à l'arrière du bâtiment, et surveille une aire de stationnement. Ni à l'intérieur, ni sur la façade. Rien. Il faut rappeler que Bethesda passe pour un quartier extrêmement sûr où la criminalité est quand même très très rare. Voilà sans doute pourquoi cette boutique n'a jamais installé de système complet. Frustrée, la police exploite les seules images disponibles, celles de la caméra extérieure, et en effet, la nuit précédente, vers minuit, l'objectif a capté 2 hommes tout en noir, capuche relevée, qui s'éloignent de la boutique au pas de course. Aucun moyen de les identifier. Un seul détail, l'un des 2 paraît assez grand. Les enquêteurs récupèrent quand même ces images, les transmettent aux médias, et ce jour-là, jusque tard dans la nuit, les journaux télévisés locaux diffusent la vidéo en boucle, appellent les habitants à se manifester s'ils reconnaissent ces 2 hommes, mais rien. Le lendemain, faute de piste, la police ajoute une récompense de 150 000 $ pour toute information sur leur identité, et 48 heures après la découverte du crime, personne ne s'est présenté avec un renseignement utile. L'enquête piétine. Certains enquêteurs décident alors de retourner sur la scène de crime. Ils veulent la parcourir encore à la recherche d'un détail passé inaperçu lors de la première fouille. La police revient donc à la boutique, gardée jour et nuit par des agents. Le ruban jaune barre l'accès. Les enquêteurs passent en dessous, franchissent le poste de garde, entrent. L'un d'eux marche droit vers le fond, s'arrête près des caisses et observe. Il regarde toutes les empreintes de pas sanglantes qui maculent le sol. Et à ce stade, chaque trace a trouvé son propriétaire, sauf une série. Une empreinte de chaussure d'homme, pointure 48, apparaît en plusieurs points de la boutique. On l'attribue à l'un des tueurs, sans plus. Cette empreinte a une particularité, sa semelle porte un dessin très reconnaissable, un motif que l'œil retient sans peine, et la police connaît cette empreinte, mais elle ne s'y est pas vraiment attardée parce que
persuadé que ça confirmait juste la présence d'un homme de belle taille. Or, pendant qu'il balaie le fond de la boutique du regard, cet enquêteur remarque un bac de chaussures posé au sol. Ce sont les chaussures qui servent aux clients quand on retouche et quand on ajuste un pantalon. Elles ne sont pas à vendre, ce sont des accessoires. Ils sont là pour vérifier que les vêtements tombent bien. L'enquêteur note qu'une de ces chaussures, au sommet du tas, ressemble justement à une grande chaussure d'homme. Par simple curiosité, il se penche, la retourne pour en observer la semelle et, stupeur, elle correspond trait pour trait à l'empreinte sanglante de pointure 48. Mais la chaussure entre ses mains est propre. Aucune trace de sang dessus. Les enquêteurs se rassemblent autour de cette chaussure et une question les taraude. Mais est-ce que les agresseurs sont rentrés pieds nus et puis ils ont commis leur forfait avec les chaussures de la boutique? Et puis ils les ont nettoyées avant de les reposer? Ou alors est-ce que c'est un hasard incroyable, un agresseur qui portait le même modèle et la même pointure que l'exemplaire du bac? Nul ne le sait. Mais ils sentent que ce détail compte et ils doivent élucider pourquoi une chaussure aussi banale correspond à cette empreinte. Selon eux, une seule personne peut en dire plus sur les chaussures des tueurs, c'est Brittany. À ce moment-là, son état reste préoccupant, mais elle s'est stabilisée. Donc la police peut l'interroger. Les agents lui rendent visite et lui demandent si elle se souvient des pieds de ses agresseurs. Est-ce qu'ils avaient des chaussures? De quelle couleur? Le moindre petit souvenir pourrait les aider. Et Brittany répond, bah non, je suis désolé, je me souviens vraiment pas du tout de leurs pieds. Les agents la remercient et repartent. Ils prévoient de la revoir le lendemain, mais c'est elle qui les rappelle la première pour proposer un entretien et revenir sur les faits. Alors à sa voix, elle paraît pressée de les aider. La police s'assoit donc de nouveau avec Brittany et on reparle du déroulé, on repasse les détails et on revient sur les chaussures. Et encore une fois, Brittany leur dit, bah non, elle ne sait rien. Puis, à un moment de cette seconde conversation, Brittany laisse échapper une remarque qu'elle croit sans importance, un détail infime, et ce détail va conduire la police à la vérité sur la nuit où Jenna est morte. Et voici ce qui s'est passé. Le 11 mars 2011, le soir du drame, Jenna et Brittany travaillent dans la boutique. C'est donc une soirée ordinaire, tout va bien. Vient l'heure de la fermeture, comme le veut la règle de la maison, les deux femmes vérifient chacune le sac de l'autre avant de partir. Et dans le sac de Brittany, Jenna trouve un pantalon de yoga volé. Elles sortent, Jenna verrouille la porte, elles se saluent et se séparent. Jenna prend sa voiture, Brittany marche vers le métro. Peu après, Jenna décroche son téléphone et appelle une responsable de la boutique pour signaler ce vol. Et voilà le vrai déclencheur. Brittany comprend que Jenna va la dénoncer et elle sait ce que cela signifie. Elle va être renvoyée dès le lendemain. Sa vie déraille encore. L'humiliation revient. Brittany ne peut pas le supporter, alors elle tend un piège. Elle rappelle la boutique et joint une autre collègue pour obtenir le numéro de Jenna car elle ne l'a pas. Puis elle appelle Jenna et invente cette histoire de portefeuille oublié. La vérité est tout simplement qu'elle attire Jenna dans la boutique. De son côté, Jenna, elle, revient de bonne foi. Elle garde sa voiture en double fil dans la rue. Elle rouvre la porte. Les deux femmes entrent. Brittany ouvre la marche vers la salle de pause au bout du couloir de droite, récupère son portefeuille, fait demi-tour et ressort devant Jenna en direction de la zone de vente. Jenna la suit à quelques secondes près, l'ordinateur portable à la main, la tête baissée sur son téléphone. À un moment, sans lever les yeux, elle sent que Brittany s'est arrêtée net au milieu de la zone de vente. Elle relève le regard et là, aucun homme noir ne barre le passage. Aucun homme, d'ailleurs, ne joue le moindre rôle dans ce qui va suivre. Les deux silhouettes filmées à l'arrière du bâtiment ne sont que deux passants vêtus de noir pressés de rentrer chez eux ce soir-là. C'était tout simplement une simple coïncidence. Mais quelqu'un empêche bel et bien Jenna de sortir et ce quelqu'un, c'est Brittany. Brittany fixe Jenna dans sa main une barre de métal carré longue d'une trentaine de centimètres. Une de ces tiges d'ordinaire qui sont fixées au mur pour soutenir la marchandise. Jenna tombe des nues, elle ne comprend rien à la scène, elle lâche « Mais attends, calme-toi, on peut en parler ». Mais Brittany ne cherche pas à parler. Brittany cherche à la faire taire. Elle a menti sur ce portefeuille pour l'attirer. Un piège du début à la fin. Alors que Jenna recule à pas lents dans le couloir, les mains en l'air pour tenter d'apaiser sa collègue, Brittany marche sur elle. Aussitôt, Jenna crie, se retourne et s'élance dans le couloir du personnel. Elle tourne à droite et fonce vers la salle de pause. Elle attrape la porte, elle veut l'ouvrir, trop tard.
Brittany l'a rattrapée et la frappe à la tête avec la barre. Jenna pivote d'un bloc, elle lève les bras au-dessus de son crâne pour se protéger, elle supplie Brittany de ne pas recommencer. Brittany n'écoute pas, elle prend son élan et abat la barre sur les bras de Jenna. Jenna hurle, elle implore, Brittany continue. Pendant de longues minutes, Jenna reste coincée au bout de ce couloir, devant la porte de la salle de pause, à se protéger de ses seules mains. Mais Brittany est trop forte, Brittany est trop rapide. Elle frappe la tête, les flancs, tout, absolument tout ce qu'elle peut atteindre. Plus tard, les projections de sang sur les murs révéleront un détail glaçant. Jenna est passée peu à peu de la position debout à la position fétale. En clair, Brittany l'a battue jusqu'à l'effondrement. Quand Jenna touche le sol, elle doit comprendre qu'elle est perdue. Aucune issue. Et des blessures si graves que même si par miracle elle pourrait fuir, ce serait vain. Brittany la rattraperait. Alors Jenna se met à supplier tout bas pour sa vie, mais Brittany lui réserve un autre sort. Au bout de ce couloir de droite, dans un coin, Brittany a repéré une boîte à outils rouge posée à même le sol. Au moment où Jenna s'écroule et supplie, Brittany laisse tomber la barre et ouvre la boîte, sans hâte. Elle y trouve des tournevis, des clous, des clés, des marteaux, toute une panoplie. Un à un, elle prend un outil, puis frappe, coupe, tranche et roue de coups de Jenna avec. Il lui faut environ 10 minutes pour passer en revue chaque outil de la boîte. Chose stupéfiante, malgré ses centaines de blessures, Jenna vit toujours et elle supplie encore pour sa vie. Excédée, Brittany se relève, jette ses outils, tourne les talons et longe le couloir jusqu'à la cuisine, à l'autre extrémité côté gauche. Elle entre, saisit un grand couteau, repart dans le couloir, droit sur Jenna. Jenna implore encore. Brittany se contente de tendre la main gauche, elle l'agrippe par les cheveux et tire sa tête vers elle. De la main droite, elle lève le couteau et l'abat à l'arrière du crâne de Jenna. La lame perce l'os, atteint le cerveau, sectionne la moelle. C'est le coup fatal. Une fois Jenna morte, Brittany se met à l'œuvre. Son but, maquiller la scène en cambriolage qui tourne mal. Elle traîne d'abord le corps hors du couloir, jusque dans la salle de pause. Elle referme la porte, puis elle gagne l'avant de la boutique et sort et monte dans la voiture de Jenna, restée en double fil dans la rue. Elle la déplace de quelques rues, près d'un marché. Là, elle reste assise dans l'habitacle près d'une heure et demie. On imagine qu'elle calcule sa suite. En chemin, elle croise même une voiture de police. Elle ne fait rien, elle n'appelle personne. Puis, elle revient à la boutique, elle se dirige vers le bac de chaussures qui servent aux retouches, elle prend la paire d'hommes pointure 48, l'enfile, puis marche dans la mare de sang sous le corps de Jenna. Elle sème des empreintes sanglantes dans toute la boutique pour faire croire à la présence d'un homme. Ensuite, elle nettoie les chaussures et les repose. Elle met la boutique sens dessus-dessous, et enfin, elle attrape un couteau et un tournevis, gagne les toilettes, se poignarde et s'entaille la peau à plusieurs reprises, puis se ligote les mains et les pieds avec des colliers de serrage, et à 8 heures le lendemain matin, on la découvre. Le détail anodin que Brittany a livré par mégarde lors de ce second entretien, celui qui a dévoilé l'affaire, surgit lorsque la police lui demande quelle voiture conduisait Jenna, si elle était déjà montée dedans. Et Brittany répond « Ah ben non, je ne sais pas à quoi ressemble sa voiture, j'y suis jamais montée ». Or, quelques jours plus tard, on retrouve la voiture de Jenna garée à 3 rues de la boutique. Les enquêteurs la fouillent et ils y trouvent des cheveux et l'ADN de Brittany un peu partout. Du sang de Jenna sur le levier de vitesse, sur la portière, sur le volant et dans le vide-poche côté passager, un bonnet Lululemon qui renferme du sang. Du sang de Brittany à l'endroit exact de la plaie qu'elle porte au front. Le mensonge est donc dévoilé. Le reste de l'échafaudage s'effondre. Les colliers de serrage au poignet de Brittany portent ses propres marques de dents, là où il faudrait les chercher si on se ligotait soi-même. Aucune des deux femmes n'a subi la moindre agression sexuelle, contrairement au récit livré à l'hôpital. À l'intérieur de la boutique, une seule paire d'empreintes accompagne celle de Brittany, celle des chaussures d'accessoires, et dans la boutique voisine, la boutique Apple, des employés se souviennent d'avoir entendu ce soir-là 2 femmes qui se querellaient, 2 femmes, aucun homme. Face à ces preuves, Brittany finit par reconnaître qu'elle a tué Jenna. Elle est arrêtée le 18 mars 2011 et inculpée d'assassinat. Elle choisit d'aller au procès, c'est-à-dire qu'elle plaide non coupable. Sa défense concède le meurtre, mais plaide l'absence de préméditation dans l'espoir d'un verdict moins lourd.
Le procureur du comté de Montgomery démonte cette thèse. Le trajet jusqu'à la cuisine, le choix du grand couteau, la mise en scène du faux cambriolage, tout révèle une organisation froide. Le jury délibère à peine 1 heure. Le verdict tombe en novembre 2011, assassinat. Le 27 janvier 2012, la juge prononce la peine, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Avant la sentence, Brittany se lève et s'adresse à la famille de Jenna. Elle pleure, elle se dit désolée, elle espère un jour leur pardon. Le juge, lui, refuse d'entendre ses excuses. Il lâche une phrase qui restera. « Vous êtes une fieffée menteuse, madame. » Puis il ajoute qu'il répugne à lui offrir la moindre chance d'infliger un jour cela à une autre personne. Les portes de la prison se referment donc sur Brittany Norwood pour le restant de ses jours. J'espère que vous avez bien aimé. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir vu. Je vous dis à bientôt pour un autre récit de l'ombre. Au revoir. Comme Jenna dans les vêtements Lululemon, merde.